Présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire présentera un candidat à la prochaine élection. Rapport sur la liberté de religion en Tunisie, le rapporteur spécial des Nations Unies salue la vision progressiste du pays. Puis opération de déblocage du site universitaire parisien de Tolbiac en France. L'opération a été menée par la police tôt ce matin. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à vous. Je l'annonçais en titre en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020. L'annonce a été faite hier jeudi par le président du parti, Henri Konan Bédié, au cours d'un débat. Voici les précisions. Henri Konan Bédié a assuré lors d'un débat que son parti, le PDCI, entendé Parti démocratique de Côte d'Ivoire, présentera un candidat à la prochaine élection présidentielle devant se tenir en 2020. Le PDCI présentera en RHDP un candidat en 2020. Un candidat à l'élection présidentielle de 2020 en souhaitant l'appui de ses alliés. Désormais, au lieu de parler du parti unifié, il conviendrait de dire maintenant Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie, car tel est le nom que nous avons donné au parti unifié. Henri Konan Bédié a tenu par ailleurs à rassurer sur la tenue pacifique des prochains scrutins, notamment les investisseurs. Le PDCI est l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir. Il est un allié du Rassemblement des Républicains RDR, le parti du président Alassane Ouattara au sein de la coalition électorale RHDP, entendu Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Au Sénégal, le projet de loi sur le parrainage a été voté ce jeudi, mais il aura fallu plus de 10 heures d'horloge de débat et plusieurs perturbations de séance pour que cette loi soit enfin adoptée en raison de l'ambiance qui était électrique au sein de l'Assemblée nationale. Le point avec Tchèque Berti. La scène est surréaliste à l'Assemblée nationale sénégalaise, des députés qui se battent lors d'une séance plénière. En cause, l'examen du projet de loi sur les parrainages que l'exécutif veut faire adopter. Le texte oblige tous les candidats à l'élection présidentielle de recueillir la signature de 1% du corps électoral. Depuis, l'opposition est vent debout contre cette loi dont elle a boycotté son examen ce jeudi. Il y a un danger concernant ce parrainage parce qu'il peut l'utiliser comme instrument politique pour écarter certains candidats à l'élection présidentielle. On empêche les Sénégalais d'être là, mais nous aussi on nous empêche de débattre. C'est quelque chose d'inacceptable. Nous ne pouvons pas être complices d'une telle forfaiture, c'est pourquoi nous avons quitté la salle. La loi a finalement été adoptée à l'absence de l'opposition. Désormais, chaque candidat devra se faire parrainer par 65 000 électeurs, domiciliés dans au moins 7 régions. Pour les camps de la majorité qui a porté la loi, elle va permettre d'éviter des candidatures fantaisistes. La révision de la Constitution procède de l'analyse concrète de la situation du pays depuis l'indépendance et de l'ensemble des difficultés que nous avons rencontrées à l'occasion des différentes élections. Et nous voulons éviter aux générations futures et au Sénégal, dans l'avenir, les difficultés et turpitudes qui nous ont valu des difficultés à l'occasion d'élections. Dehors, des heurts ont éclaté toute la journée. Les manifestants qui brûlaient des pneus ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Toutes les routes menant à l'Assemblée nationale et au centre-ville ont également été bloquées par les forces de l'ordre. Ça veut dire que nos libertés sont restreintes. Ils ont coadré la ville depuis ce matin. Ils savaient que la population allait sortir et manifester leur mécontentement. Ils ne sont pas d'accord avec ce projet de loi.
Bon, je croyais qu'il y avait une démocratie. Malheureusement, cette démocratie n'existe pas. On nous l'air. Des manifestations ont également été signalées dans de nombreuses grandes villes du Sénégal. Plusieurs leaders de l'opposition ont été arrêtés, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. À 3 ans de l'élection présidentielle en Zambie, le leader de l'opposition Hakainde Hichilema s'est exprimé sur la situation de son pays. C'était à l'occasion de son passage en Afrique du Sud. Suivez plutôt. Cette volonté de s'endetter à des taux très hauts et de dépenser l'argent dans la consommation et non dans l'investissement est motivée par la corruption de ceux qui sont au pouvoir. Nous pensons que la croissance dans notre pays est très importante, comme elle est ici en Afrique du Sud et comme ailleurs sur notre continent, parce que c'est le meilleur moyen de combattre la pauvreté et les inégalités que nous voyons augmenter dans notre pays et dans la région. Si l'économie ne croît pas, on a un recul des droits de l'homme, pas d'état de droit, de la violence, des élections biaisées. Nous sommes en train de réunir les ingrédients d'un désastre quand la situation dépasse notre pays. Cela n'affectera pas que la Zambie, ça affectera la région, et y compris l'Afrique du Sud. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion a fait un état des lieux via un rapport de la situation religieuse en Tunisie ce jeudi. Dans ce document, Ahmed Chaïd a loué la vision progressiste du pays tout en notant la persistance, disais-je, de restrictions et de défis, notamment en matière d'extrémisme violent. Reportage. Le rapport établi par Ahmed Chaïd est issu d'une mission censée lui permettre d'examiner les politiques et pratiques de la Tunisie visant à promouvoir et protéger la liberté de religion ou de conviction. À l'issue de ces 10 jours de travaux, le rapporteur spécial des Nations Unies montre une satisfaction sur la liberté de religion dans ce pays. Il y a, de manière générale, un respect de la liberté de croyance personnelle dans ce pays. La protection du droit individuel de ressentir la liberté de croyance est très forte. Il y a bien sûr des restrictions lors de manifestations publiques de croyances personnelles avec l'argument du gouvernement sur la nécessité de maintenir l'ordre public et les droits des autres. Sur la liberté de religion. Dans ce pays aussi, il y a eu des incidents en utilisant la moralité publique, les problèmes d'ordre public pour restreindre les discours critiquant des religions ou offensifs envers les religions. La Tunisie a des traditions de tolérance et de modération, donc il y a les bases fondamentales pour devenir une société encore plus tolérante et inclusive. Le document révèle toutefois que la Tunisie reste confrontée à des défis multiples en matière de pratiques religieuses, dont la lutte contre l'extrémisme violent. Le rapporteur présentera son rapport final sur cette mission devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mars 2019. Les autorités togolaises ont organisé avec les experts maritimes une journée de réflexion sur les dispositifs sécuritaires et incendies et de la pollution des hydrocarbures dans les marines et au port de Lomé. Elle est conforme aux recommandations issues du sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine tenu à Lomé en octobre 2016. Le point avec Ferdinand Gali. La quantité des hydrocarbures qui transitent dans les eaux togolaises, devenant de plus en plus importante, préoccupe les autorités du pays. Le problème de sécurité de l'acheminement des hydrocarbures se pose à terre comme en mer. Le transport pétrolier maritime, par exemple, est confronté à différents risques. Par exemple, échouement, feu, piraterie, etc., dont le plus grave est le déversement de ces produits suite à un accident causant des marées noires qui ont des impacts très néfastes sur l'environnement. Vu les conséquences désastreuses du naufrage du pétrolier Erika survenu en France en décembre 1999, le gouvernement togolais et les experts en sécurité maritime décident de prendre les mesures idoines afin d'assainir et de sécuriser les aires maritimes d'où transitent les hydrocarbures. Pensons-nous, mesdames et messieurs, que nous sommes aujourd'hui assez armés pour faire face
à une catastrophe de telle envergure, pensons-nous que nos différents plans d'urgence, d'incendie ou pollution sont adaptés aux normes et pourront permettre de lutter efficacement contre une marée noire que, bien évidemment, nous ne souhaitons pas dans nos eaux? Inscrit dans un atelier, cette journée de réflexion sur les dispositifs de sécurité incendie et de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures dans le domaine maritime et portuaire au Togo doit sortir des propositions subséquentes, dira la ministre du Commerce, représentante de son homologue des infrastructures et des transports. Lors des célébrations organisées ce jeudi à l'occasion du 50e anniversaire du Swaziland, le roi Mswati III a décidé qu'il était temps de changer le nom du pays. Ainsi, donc, le Swaziland s'appellera désormais Eswatini, comme à l'époque précoloniale. Voici les images. Dernier monarque absolu d'Afrique, le roi du Swaziland a annoncé que son pays changeait de nom pour s'appeler Eswatini, son nom d'origine qui signifie le pays des Swazis en langue swati. Cette décision a été rendue publique ce jeudi à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de ce petit État d'Afrique australe. Selon Mswati III, tous les pays africains ont repris leur ancien nom, celui d'avant la colonisation, à leur indépendance. Et le Swaziland est le seul pays à avoir conservé son nom de l'époque coloniale. Ancien protectorat britannique, ce petit pays montagneux, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, a accédé à l'indépendance en 1968. Au pouvoir depuis 1986, le roi Mswati III est régulièrement épinglé par la communauté internationale et les ONG pour son train de vie dispendieux malgré la grande pauvreté de sa population ainsi que pour ses violations répétées des droits de l'homme. Puis en France, le blocage du site universitaire parisien de Tolbiac a été levé vendredi à l'issue d'une vaste opération de police lancée au petit matin. Rappelons que le site universitaire parisien de Tolbiac est le lieu emblématique de la mobilisation contre la réforme de l'accès à la faculté. Voici les images. Une centaine de CRS ont fait irruption tôt dans la matinée de vendredi sur le site Pierre Mendès France, une tour de 22 étages occupée depuis le 26 mars. Les forces de l'ordre se sont heurtées aux occupants des lieux qui leur ont jeté des bouteilles de verre et autres projectiles. Les abords du site ont été bouclés par la police. Les occupants des lieux ont dénoncé la brutalité dont ont fait preuve les policiers pour les faire déguerpir. C'était un moment convivial, c'est notre quotidien en fait, on dort ici, on occupe ici, on s'organise et puis c'est venu comme ça, ils n'ont pas cherché à savoir qui faisait quoi et qui était qui. Et comme je vous dis, il y a eu des violences, mais il n'y a pas que ça en fait. La violence physique c'est une chose, mais l'intimidation c'est autre chose. On a donné aucun acte de résistance. Ok, ils sont arrivés, bah voilà, vous nous avez pris à 5h du mat, vous nous avez pêché dans un moment de faiblesse, pas de souci. Mais ça s'est pas fait dans les règles de l'art, quoi. Moi, personnellement, quand je mets ma main comme ça et que je me prends un coup de matraque ici, vous voyez bien, ça je l'ai pas inventé. Il y a des histoires comme ça, vous allez voir ceux qui dormaient dans les amphis, ils ne se sont pas fait réveiller avec une petite caresse, vous voyez ce que je veux dire? La préfecture de police de Paris a indiqué qu'une centaine de personnes avaient quitté les lieux dans le calme. Elle a par ailleurs relevé de nombreuses dégradations sur le site en cours de constatation aux fins d'exploitation dans un cadre judiciaire. Notons qu'un individu a été interpellé pour outrage et rébellion. Voilà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur SICA. Très bientôt.